Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Pour notre première interview de l'année 2022, nous vous proposons une émission exceptionnelle. Nous enregistrons pour la première fois à distance. Exceptionnel, notre invité l'est aussi. Il est l'auteur français le plus lu dans le monde. Ses 21 romans ont été publiés à plus de 50 millions d'exemplaires et traduits dans 49 langues. Depuis New York, où il rédige actuellement son nouveau roman, Marc Lévy est venu nous raconter les synchronicités incroyables qui ont bouleversé son existence et les petits liens qui l'ont construit. Bonjour Marc. Bonjour. Je te présente Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Où es-tu né et où as-tu grandi ? Je suis né en région à Boulogne, et j'ai grandi en partie dans le sud de la France et pour le reste dans la banlieue parisienne. Enfin, ça dépend à quel âge on considère quand on s'arrête de grandir. Évidemment, toute chose étant considérée, voilà, non, bien considéré. Ça s'est prolongé après. Alors après, on peut débattre aussi de ce qu'on entend par grandir, si c'est par la taille ou par le fait de devenir adulte. Et si c'est le point d'inflexion est celui au moment où on devient adulte, alors j'ai continué à bourlinguer beaucoup. Tu connais depuis ta plus tendre enfance Hervé Letellier, qui a reçu le prix Goncourt en 2020 avec son livre L'Anomalie. Comment vous vous êtes rencontrés ? Hervé, on s'est rencontrés, c'était un copain de ma sœur quand j'étais très jeune adolescent et on partait en colonie. Enfin, les parents d'Hervé organisaient des colonies de vacances linguistiques l'été en Angleterre et donc nos parents évidemment pour se débarrasser de leurs enfants et être tranquilles nous avaient envoyés en colonie de vacances. Et Hervé était mon prof de maths. Ah, génial. Ensuite, d'être extrêmement sympathique. Alors que les deux avaient peu de chances d'être compatibles vu mon niveau de maths. Mais c'était, voilà, Hervé était déjà à cette époque brillantissime, extrêmement drôle et très décalé. Et donc, forcément, une amitié s'est nouée d'abord avec ma sœur et puis par ricochet avec moi. J'étais encore à l'époque un peu petit pour l'intéresser, mais une fois la majorité, enfin une fois que on en revient à cette notion de grandir, mais ce que je n'ai toujours pas réussi à faire. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour devenir copain avec lui parce qu'il était très intéressant. À l'époque, je ne suspectais pas du tout qu'il aurait le concours, donc c'était vraiment un geste totalement désintéressé de ma part. Et lui-même, d'ailleurs, ne le savait pas non plus. Nous en avons discuté. Et donc, vous voyez, c'était une amitié non calculée qui est née. Vous étiez tous les deux déjà versés dans la littérature et les langues ? Pas du tout. Je crois que je serais incapable de vous dire. Non, je crois qu'on était très versés sur les filles, la danse, enfin toutes les préoccupations d'un ado normal. Oui, moi j'étais très versé sur quand est-ce que j'ai embrassé ma première fille. La littérature est venue très très longtemps après. Probablement d'ailleurs après qu'elle ait dit non. Mais, Les premiers échecs font de premiers grands romans. Mais c'est pour ça que moi je les ai perpétués. Il y a très longtemps. C'était pour nourrir l'écriture. Est-ce que tu as gardé des liens avec lui ? Oui. Oui. Alors oui, absolument. On s'est revu il y a pas très longtemps à Paris, quoique depuis le début de la pandémie, je n'arrive plus à savoir ce qui est pas très longtemps ou pas longtemps. Mais on s'est revu à Paris, on a fait une interview croisée pour Elle
et c'était très joyeux. On s'était pas revus depuis quelque temps et finalement les mêmes, je dirais les mêmes traits d'humour ou les mêmes idioties sont revenus très naturellement. Je me suis aperçu que c'est comme la bicyclette finalement. Ça ne s'oublie pas. Et non, c'était très joyeux. On s'était pas revus évidemment depuis assez longtemps, mais il y a quand même un océan. Sans vouloir être pompeusement littéraire, un océan nous sépare, au sens pratique du terme. Mais non, on s'est revus avec beaucoup de joie et on s'est promis de se revoir. Et on se reverra sûrement. Très rapidement, tu t'es engagé dans l'humanitaire. Comment ce choix est né? Enfin, comment cette démarche est née en toi? Je rêvais d'être médecin et c'était mon rêve d'adolescent. Mais pour une raison qui m'échappe encore, les autorités supérieures avaient décidé que la sélection pour être médecin se ferait par les mathématiques. Je dois reconnaître n'avoir jamais été soigné par une équation à 3 inconnus ou par une racine carrée, mais c'était comme ça. Il fallait être très bon en maths pour être médecin. Et à l'époque, on avait un ministre extrêmement intelligent et compétent qui s'appelait Mauroy et qui avait décidé qu'il y aurait trop de médecins. Parce que le médecin, c'était un synonyme de la bourgeoisie. C'était vous dire s'il était visionnaire. Et donc, quand on voit l'état des hôpitaux aujourd'hui. Et donc, il faisait la chasse aux médecins. Et donc, des mesures avaient été prises par le gouvernement de Mauroy pour qu'il y ait moins de médecins. Il fallait absolument se défaire de cette classe bourgeoise insupportable qui pouvait résister à l'autorité. Et donc, on a mis au point une loi qui probablement une des choses les plus idiotes qu'on ait pu envisager. On demandait aux étudiants en médecine de faire 6 ans d'études, puis de passer l'internat. Et s'ils rataient une seule fois l'internat, ils n'avaient plus le droit de faire une spécialité. Ils ne pouvaient même pas en choisir une. Ils n'avaient pas le droit de redoubler. Ce qui a provoqué une hémorragie extraordinaire d'étudiants en médecine de ma génération qui sont partis étudier en Belgique et qui, heureusement, ont survécu à Mauroy et qui ont pu revenir ensuite exercer en France. Moi, j'avais pas les moyens d'être médecin et donc voilà, le constat était sans appel. C'est-à-dire que j'avais pas les moyens de faire 6 ans d'études pour me rendre compte au bout de 6 ans qu'il fallait que je change de voie. Et j'avais pas un niveau en maths qui me permette de rentrer dans cette course en étant responsable. Et donc j'avais la chance d'avoir un cousin qui était comme un frère pour moi et qui lui était déjà en 3e année de médecine. Et il m'a montré la porte de la Croix-Rouge. Il m'a dit, écoute, si ce dont tu as envie, c'est de t'occuper des autres, commence par là. Et donc, je suis entré à la Croix-Rouge j'ai fait ma première garde à la Croix-Rouge la nuit de mes 18 ans. Et puis, j'y suis resté 6 ans et demi à peu près, avant d'avoir la chance et le grand honneur d'y revenir aujourd'hui en étant ambassadeur de la Croix-Rouge française. Ce qui est un titre non, je peux jamais faire une plaisanterie, mais je ne peux pas parce qu'Adriana Carambeu est aussi ambassadrice. Donc, je ne peux pas faire trop d'autodérision. Je ne voudrais absolument pas qu'elle en pâtisse. Voilà. En parallèle de ces études, de cette intervention à la Croix-Rouge, tu faisais des études d'informatique, je crois. Oui, entre autres. Tu as créé une entreprise après. Oui, alors après j'ai trouvé ça très ennuyeux pour tout vous dire. La France de 80 était extrêmement ennuyeuse pour moi, enfin pour les gens qui avaient envie de construire. C'était vraiment, c'était très très ennuyeux. Et donc, si on était dans les radios libres, c'était génial. Mais sinon, si on envisageait le futur, il y avait blague à part, il y avait il y avait un écart de siècles entre
la France de 81 et l'Amérique à l'époque. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie française, enfin la tech française, l'innovation française, le développement ont largement rattrapé l'Amérique. C'est parfois d'ailleurs dans bien des domaines l'ont dépassé. Mais à l'époque, c'était vraiment compliqué. Enfin, c'était compliqué de créer, tout simplement. C'était pas dans l'air du temps. Et moi, j'étais un autodidacte, donc j'avais créé une entreprise. Et c'était pas bien vu du tout. La petite entreprise à l'époque, l'entrepreneuriat était pas du tout bien vu par le même gouvernement d'ailleurs, pas par moi. Les choses ont changé après au deuxième septennat, mais on oublie aujourd'hui la rigueur de cette époque. Le carnet de change, par exemple, qui avait été instauré aujourd'hui, ils me font marrer avec le pass sanitaire. Comme si c'était une atteinte fondamentale aux libertés, et on dirait qu'ils ont vraiment, qui se souvient du carnet de change qui avait été institué par Mauroy aussi, c'était un truc incroyable. On n'avait pas le droit de sortir des frontières, et il faudrait qu'il y ait quelques historiens qui rappellent ça, l'arrivée du carnet de change pratiquement du jour au lendemain. Bref. Et donc, je suis parti aux États-Unis, dans la Silicon Valley, avec un emprunt étudiant. Et j'ai créé une entreprise qui était à l'époque, qui s'inscrivait dans la préhistoire de l'informatique, et qui était une entreprise de traitement d'images, d'images de synthèse. Nous avions fait notamment l'animation en images de synthèse pour la présidentielle de 88, où on voyait apparaître en images de synthèse le visage du candidat élu, et une Marianne aussi en image de synthèse. Alors aujourd'hui, c'est des images qui font penser à qui ont pris un terrible coup de vieux, mais à l'époque, c'était d'une modernité folle, quoi, et d'une technicité folle. Et le contact avec les États-Unis, c'était ton premier contact avec les États-Unis? Non, j'avais fait mon premier voyage là-bas, encore grâce à ma sœur, à 17 ans. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a donné envie ensuite de t'installer aujourd'hui à New York? J'ai eu très jeune un tropisme de l'Amérique, pour des raisons d'ailleurs familiales notamment, mais aussi pour des raisons culturelles. Donc ça, j'ai eu très jeune ça. Mon premier voyage aux États-Unis, donc à 17 ans, qui est une aventure à l'époque qui est un point de bascule dans ma vie. Alors, ma sœur avait recueilli chez nous, dans notre adolescence, une étudiante américaine qui avait été envoyée en France dans un système de au pair, qui était très malheureuse dans sa famille d'accueil, qui la traitait pas bien. Et ma sœur a toujours été un extraordinaire Saint-Bernard. Et donc, je ne peux pas vous dire dans quel contexte, mais 3 semaines après la rentrée des classes, je vois cette jeune fille qui vient s'installer chez nous. Et donc, je me retrouve avec 2 grandes sœurs. Ce qui n'est pas une chose aussi facile qu'elle paraît, mais bref. Et donc, en retour, cette jeune femme qui est devenue une amie de la famille, qui était très en avance pour son temps, si vous imaginez, elle s'est mariée à 18 ans et demi, c'est incroyable. Et au moment où elle s'est mariée avec un jeune homme, un homme qui vendait des centraux téléphoniques aux grandes villes. Et les deux, très gentiment, m'ont invité à les rejoindre et à traverser. Lui faisait un voyage commercial chaque année où il partait de la pointe de la Floride et il remontait jusqu'au Grand Lac canadien pour aller de ville en ville visiter ses clients. Et donc, ils m'ont proposé ce road trip. Ce road trip. J'essaie de trouver un mot français pour. J'ai pas trouvé. Vous m'avez pris de court, mais ça m'arrange parce que vous l'avez dit le premier. Et je vous en remercie énormément. Et donc voilà. Et alors ça, vous imaginez, c'est 17 ans, 5 semaines sur la route, à traverser les États-Unis,
ces auteurs, c'est une découverte. D'abord, c'est la découverte de la liberté, et puis ensuite, c'est un changement de monde. Et puis quand vous faites un voyage que vous débutez au sud de la Floride et que vous terminez sur les Grands Lacs canadiens, vous découvrez qu'il n'y a pas une Amérique, mais que l'Amérique est plurielle. Donc, vous voyez, comme quelqu'un qui traverserait l'Europe et qui, après être passé de Londres à Venise par la Croatie, la Grèce, et pour arriver en Pologne et en Hongrie, se rendrait compte que l'Europe n'est pas un bloc qui se résume à Paris, comme les Français ont souvent cru que l'Amérique se résumait à New York, mais que elle est faite d'une population extrêmement diverse qui pense de façon différente, hein, avec des paysages, des cultures, des accents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je suis absolument fasciné. Je suppose que ça t'a titillé quand l'étudiant étranger de Labro est sorti. Ça a résonné en toi? Oui, le travail de Labro a toujours résonné. Je parlais plus de l'expérience, le fait d'arriver sur le sol américain, de la découverte de ce peuple complexe, en fait, oui, plus complexe que très très complexe. Mais d'ailleurs, la découverte, elle se fait pas. La découverte, elle demande une vie. À tel point que le sujet me passionnant et me fascinant, il arrive un moment où vous vous rendez compte que c'est pas en faisant 3 ou 4 voyages par an que vous allez continuer la découverte. C'est qu'il y a un moment où, si vous voulez comprendre, il faut le vivre depuis l'intérieur. Donc voilà, c'est le choix de l'Amérique, c'est un choix. Alors évidemment, dans ce tropisme se développe aussi un appétit pour la littérature américaine, pour le cinéma américain, pour la musique américaine. Et c'est pas, encore une fois, ça n'est pas non plus, je dirais le cliché, la carte postale Dick Rivers. Moi, c'est pas du tout l'Amérique du Rockers ou du non, mais parce que chacun a sa période, vous voyez, où ça. Bien sûr. Culturellement, un certain nombre de Français qui ont été entre guillemets attirés par la culture américaine ont été attirés parce qu'il y avait, je dirais, de plus exprimé ou de plus raconté par le cinéma américain, à savoir évidemment le rock et les westerns et vous voyez le côté Harley, etc., etc. Moi, la découverte de l'Amérique, pour moi, c'est les raisins de la colère. Ah, oui. Et donc, c'est une autre Amérique que je vais chercher. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans la mentalité du pionnier, c'est pas celle entre guillemets, du cow-boy qui a son lasso et son colt à la poche. Ce sont les personnages de Steinbeck. Parce que ils sont proches de ma famille, ils sont proches de mes racines. Parce que ce sont les mêmes, vous voyez, ce sont des migrants, même s'ils migrent sur une terre qui deviendra la leur, ce sont des migrants, parce que ils ont, je dirais, ils ont les mains, leurs mains sont devenues aussi dures à force de travail que leurs cœurs sont tendres. Et c'est ça qui me bouleverse dans cette Amérique-là. C'est cet élan à l'époque pour la liberté, ce sont toutes ces contradictions, y compris en interne. Vous voyez, quand on parle de la guerre civile aux États-Unis, la guerre civile ne se résume pas à la question de l'esclavage. C'est une guerre des idées, c'est une guerre des mentalités. Nord et sud, aussi, surtout. Oui, mais ce nord et ce sud, je veux dire, à l'intérieur du nord, il y a des sudistes, à l'intérieur du sud, il y a des nordistes. Et puis il y a une vraie mentalité. Enfin, ce sont deux mentalités, deux cultures presque qui s'opposent. Bref, tout ça est passionnant. Et enfin, pour moi, je parle, pas pour ceux qui nous écoutent. Et donc, ça m'a donné envie d'y vivre pour essayer de continuer. Et donc ensuite, l'aventure de l'entreprise dans l'informatique, Logitech pour ne pas citer, se termine et tu ouvres un cabinet d'architecture avec ton beau-frère. Oui, alors d'abord, pour moi, elle se termine pas bien puisque l'entreprise est reprise par
J'apprends très naïf, j'apprends les dures lois du capital, puisque mon entreprise est reprise, comme on dit, quel est le terme il y a un terme boursier pour ça. Fusion-acquisition? Non, quand un takeover, c'est quand les... Racheté, OPA? Oui, c'est par une OPA, voilà. Il y a une OPA hostile qui est menée par une banque d'affaires, et comme j'ai la naïveté de croire que je peux sauver mon entreprise de l'appétit capitalistique de cette banque, j'essaye de lutter et je me ruine et je me retrouve débarqué de ma propre entreprise et je pars travailler sur des chantiers parce que je viens d'avoir mon premier fils et que toujours dans cette France de Mauroy, on n'a pas le droit, on ne peut pas être entrepreneur et avoir droit au chômage. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous êtes pas assez bien, vous voyez, pour avoir le droit au chômage. C'est, comment vous dire, donc j'ai pas de chômage, donc il faut que je bosse. Et enfin, c'est quand je dis il faut que je bosse. Si je travaille pas, j'ai pas de quoi acheter à manger à mon fils. Donc je vais travailler sur les chantiers et je vais poser des cloisons sur les chantiers. Et de là, parce qu'on va pas ennuyer tout le monde à raconter ma vie pendant 2 heures, mais de là est né, à force de voir un certain nombre de dysfonctionnements sur l'organisation des chantiers, de là est née l'idée que en faisant jouer de concert la partition que j'avais pu apprendre dans l'informatique, celle que mon beau-frère de l'époque avait apprise dans sa qualité d'ingénieur du bâtiment, et celle apportée par une troisième amie architecte, on avait peut-être la possibilité de créer un cabinet un cabinet d'études et d'architecture qui fonctionne de façon plus moderne que ce qui se faisait à l'époque. Et c'est comme ça qu'est né le cabinet d'architecture. Et donc c'est pendant cette période que tu écris, en fait, et si c'était vrai? Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à écrire ce livre? Et à écrire tout court. Enfin, à te mettre à l'écriture. Oui. En fait, alors ça, pardon pour ceux qui l'ont entendu, parce que c'est une histoire que j'ai racontée beaucoup de fois. Mais je vais essayer de la faire très courte. En fait, je suis devenu je suis un père célibataire, un papa seul. Et je suis très impliqué. Ce que j'aurais été probablement le plus dans ma vie, c'est un père. Pour mes enfants, je parle. Je précise. Et donc, il n'y a rien de plus important pour moi que de m'occuper de mon petit garçon. Et j'ai la chance de l'avoir à la maison. Et donc, je reste avec lui. Le soir, je lui raconte une histoire. Et j'ai la mauvaise idée de faire de cette histoire une histoire à épisodes qui se suivent. Et comme les enfants sont par définition extrêmement cruels, ça tous les parents le savent, et bien donc il me reprend assez régulièrement pour me dire que ça c'est déjà, que je me répète, que ça a déjà été dit, que le point de rupture de l'histoire n'était pas là où je la reprends, enfin etc. Donc et quand même j'ai un minimum de fierté, et donc aussitôt que il dort, je file dans mon bureau et je me mets à écrire l'épisode du lendemain. En plus, j'apprends un peu, vous voyez, pour lui en imposer, lui montrer que je connais mon histoire par cœur, quoi. Vous voyez, je voulais pas qu'il voit que j'avais écrit, quoi, que j'avais triché. Et puis arrive un âge, je crois qu'il a à peu près 9 ans, quand il me fait comprendre de façon assez directe que finalement la télé c'est quand même plus intéressant que les histoires de son père, et que on pourrait en rester là de ce côté-là. Et bon, dont acte, hein, c'est le passage de l'âge, hein. Mais ce moment, une fois qu'il s'endort, que je passais à écrire dans mon bureau, me manque terriblement. Donc me vient une autre idée, ça m'arrive 2 fois par an, et je me dis tiens, si je ne peux plus écrire à l'enfant, rien ne m'interdit d'écrire à l'homme qu'il deviendra un jour. Et donc je commence à écrire une histoire sans aucune idée, d'ailleurs, qu'elle pourrait faire un roman, et encore moins que je pourrais la publier. Ça ne me traverse pas du tout l'idée.
j'écris juste une histoire avec une autre aspiration que celle de devenir écrivain, qui est de remettre cette histoire à mon fils quand il aura exactement l'âge que j'avais en l'écrivant. En me disant, bah tiens, pendant le temps de la lecture, on aura le même âge et on sera les meilleurs copains du monde. Et ça, je trouve que c'est un pied de nez au temps voilà, que j'adore. C'est-à-dire l'idée que, enfin, 20 ans plus tard, il lira une histoire que j'ai écrite exactement quand il avait cet âge-là, enfin quand il a l'âge de la lire, et que les questions ou les problématiques ou les émotions dont témoignent les personnages sont celles de son âge et qui étaient le mien au moment où j'écrivais. Je me suis dit, c'est un formidable moyen de nous rencontrer et de nous connaître. Et donc, voilà, donc j'ai écrit ça. Et puis après, l'histoire, vous la connaissez, ma sœur a trouvé le manuscrit. Elle l'a lu et elle m'a vraiment poussé. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que DreamWorks, donc à travers Steven Spielberg, a acquis les droits du livre avant la publication et non après. Oui. Comment est-ce que le manuscrit est-il arrivé entre ses mains? Parce qu'il y a comment vous dire, ça c'est vraiment de la cuisine interne à l'édition. Vous avez un salon du livre qui s'appelle la Foire de Francfort, qui est un salon du livre professionnel, où les éditeurs du monde entier vont se rencontrer pour se vendre les uns aux autres les histoires qu'ils vont publier. C'est ce qui fait que quand vous avez dit tout à l'heure que j'étais publié en 49 langues, c'est comme ça et qu'un livre rencontre d'autres éditeurs. Aujourd'hui avec Internet et le télétravail, les manuscrits circulent beaucoup plus facilement et ont moins besoin de cette concentration. Mais à l'époque, il y avait 2 rendez-vous annuels qui étaient Londres et Francfort, où les manuscrits. Alors le principe était assez simple, vous voyez, les maisons d'édition ou les agents littéraires ont des petits stands avec des fiches résumées des livres, et puis les maisons d'édition viennent et puis ils se racontent les histoires, et il y en a un qui dit c'est ça que je recherche. Bon, bref. Et à l'époque, ces 2 salons étaient très fréquentés par ce qu'on appelait des scouts. Les scouts, c'était des gens qui étaient envoyés par les studios américains pour aller faire le tour justement des tables des éditeurs et rechercher des histoires qui pourraient être adaptées, qui pourraient faire des films. Et certains d'ailleurs s'y rendaient en sachant exactement ce qu'ils cherchaient, vous voyez. Grâce au talent d'un agent, d'une femme éditrice et agent littéraire, il y a un buzz donc, et si c'était vrai, va sortir au mois de janvier, mais elle en présente la fiche synopsis et le résumé en anglais à la Foire de Francfort. Et là, il y a une espèce de buzz qui se crée autour. Pourquoi c'est la chance. Et il y a un certain nombre de studios qui reçoivent de leurs scouts à Francfort le résumé des Si c'était vrai, en disant là il y a un film à faire derrière, et donc il y a une surenchère entre eux parce que tout le monde le veut, et cette surenchère elle arrive jusqu'aux oreilles de Spielberg, et Spielberg prend connaissance de l'histoire, et là aussi, coup de chance, il a un coup de foudre pour l'histoire, et donc il m'appelle en me disant je veux faire le film. Génial. Voilà comment. J'ai essayé de vous faire d'une longue histoire la plus courte possible. J'ai toujours peur comme ça, surtout à distance, et que l'autre s'endorme. Non, pas du tout. Non, au contraire, on se régale. L'émission s'appelle Les Petits Liens. On a pour habitude de préciser les liens qui nous unissent à nos invités. En fait, mon grand-père a fait partie du même convoi de déportés que ton père et ton oncle. Il s'agit d'un convoi majoritairement composé de résistants qui s'appelait le Train Fantôme et qui a mis 2 mois pour aller du sud-ouest au camp de Dachau en juillet-août 44, pendant que la France se libérait. Tu viens de rééditer en poche il y a 2 mois Les Enfants de la Liberté, qui relate donc la résistance et la déportation.
Je voulais revenir aussi sur un épisode du livre qui m'a énormément marqué. J'ai été étonnée du reste que personne ne relève le point. La résistance française savait que la brigade de ton père allait se faire arrêter et elle avait les moyens de la prévenir et pourtant elle ne l'a pas fait. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah ben oui, on sait pourquoi. C'est pas la résistance. Enfin, le mot la résistance française est trop vaste, mais oui, au moment où le commissaire Gillard, dépêché par Vichy pour arrêter sur ordre des Allemands les membres de la 35e brigade, dont les faits de résistance devenaient trop gênants pour les Allemands, ils faisaient trop de bruit. Donc le commissaire Gillard est dépêché, il s'installe dans les locaux de la police de Toulouse, et comme il a peur, comment vous dire, que au sein même de la police, il y ait des sympathisants pour la cause résistante, il occupe un étage dans lequel il s'enferme avec ses hommes pour qu'il n'y ait aucune fuite qui sorte. Et puis ensuite, il procède pendant quelques semaines à des filatures jusqu'à repérer et identifier tous les membres de la brigade. Et il prépare un coup de filet pour les faire tous, pour tous les arrêter. Il y a une fuite et donc il y a un policier courageux à Toulouse qui prévient les gaullistes à Lyon en leur disant prévenez les gars de la Moille, on appelait ça la Moille, la 35e brigade, Gillard va les arrêter pendant dans les 48 heures. Donc dites-leur de prendre le maquis, ils vont tomber. Et les responsables de la résistance gaulliste à Lyon vont décider de ne pas transmettre le message à la Moille. Alors pourquoi? C'est très simple. C'est parce que la fin de la guerre approche, on sent que l'Allemagne va perdre et la 35e brigade est une des brigades de résistance qui a été les plus actives en France. Mais elle s'appelle Moille parce que ça veut dire main-d'œuvre émigrée. Et De Gaulle et ses proches considèrent que la France doit avoir été libérée par des Français et pas par des métèques. Et donc, on se dit que finalement, si la Moille tombe, c'est plutôt pas mal. Et on attribuera leurs faits de résistance et leurs faits de guerre aux Français de souche, aux gaullistes. Et donc voilà. Et donc la 35e brigade tombe. Ils sont arrêtés et déportés. Alors il faudra d'ailleurs très longtemps pour que l'histoire soit racontée. Et c'est d'ailleurs sous Ernu, c'est le ministre Ernu, Charles Ernu, qui est un ministre aussi de Mitterrand en 83, si ma mémoire est bonne, en 84. Communiste. Oui, mais ça, papa aussi a été communiste. Mais non, mais c'est parce qu'il était communiste que, en partie, il a fait ce travail. Voilà. Et donc c'est Ernu qui va les décorer et qui fera d'ailleurs un discours assez incroyable que j'ai reproduit dans le livre, dans son intégralité, et qui va rendre justice, si je puis dire. Pas d'ailleurs dans la décoration, dans la Légion d'honneur qu'il accroche à ses anciens, à ses résistants, mais dans le texte qui reconnaît tous les actes entrepris, réalisés par la 35e brigade. C'est un très très beau texte d'ailleurs, le discours de Ernu à Toulouse. C'est un texte extrêmement poignant quand on le lit. Tout à fait. C'est vraiment, moi je n'arrive pas à le lire à voix haute. Sinon, tu as fait de ce livre également une bande dessinée. Ouais, c'est pas moi qui l'ai faite, ça, la bande dessinée. C'est vraiment Alain Grand qui l'a fait. Alain Grand est un historien dessinateur. Et une année, je me suis rendu à Toulouse avec papa, justement, que j'avais convaincu de venir pour parler aux étudiants et aux jeunes. Et donc, rencontre est organisée au Musée de la Résistance à Toulouse. Et Alain Grand, qui avait été touché par le livre, nous fait un cadeau formidable puisqu'il met les 3 premières pages du livre en bande dessinée et on nous les offre au moment où on vient. Et moi, je trouve
trouve ça formidable. Parce que ce qui compte, c'est pas que j'ai écrit le livre, parce que c'est pas une histoire que j'ai inventée, mais je trouve qu'il est extrêmement important que les jeunes lisent cette histoire. Vous voyez, je regardais ce matin le fil d'actualité. La Russie est à peut-être quelques jours d'envahir l'Ukraine. Les mouvances fascistes et d'extrême droite débordent de partout. En France, on entend le discours non seulement vomissant de Zemmour, mais ce qui me fascine encore plus, c'est la ferveur de ceux qui... J'ai entendu un type dire à Zemmour « Sauvez-nous ». Et cette ignorance me terrifie. Et pour qu'un homme en arrive à dire à Zemmour « Sauvez-nous », je ne sais pas de quoi il veut qu'on le sauve, mais en tout cas, ce que je peux lui dire, c'est que Zemmour n'est pas le sauveur. Et que la haine et la détestation et la stigmatisation n'ont jamais sauvé personne. Mais ce sont les mêmes que ceux qui ont cru en Pétain, les mêmes que ceux qui ont cru en Hitler. C'est la même maladie. Mais pendant ce temps-là, la jeunesse est en train de photographier ses pieds sur Instagram. Donc, il y a un moment où je me dis, on a raté un truc énorme, nous. Vous voyez, énorme. C'est-à-dire qu'on a une culpabilité. Moi, j'ai une culpabilité énorme de me dire, mais qu'est-ce qu'on a raté, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de la découverte hallucinée de ce qui s'était passé dans les camps, de la révélation de la destruction engendrée par le nazisme. On est passé du plus jamais ça à pendant que ça se reproduit, je vais râler sur le pass sanitaire. Donc si la jeunesse d'aujourd'hui peut lire l'histoire, vous voyez, d'une bande de jeunes qui, à l'époque où une majorité de Français pétainistes abondaient dans le sens de l'ordre et du nazisme, ont pris le maquis et sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger. Oui, parce que ça s'appelle Les Enfants de la Liberté, pour ceux qui ne savent pas et qui l'ont pas lu, la moyenne d'âge c'est 14 ans, je crois. Non, un peu plus. C'est une vingtaine. 18. Oui, ils ont entre 17 et 24. Mais 17 et 24, c'est la jeunesse, vous voyez, c'est vraiment la jeunesse. Déjà 60, c'est super jeune, donc vous imaginez, 24 ans, c'est des bébés. Donc, mais c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que ces jeunes qui se battent et dont la majorité va mourir sont morts en criant « Vive la France », pendant que d'autres criaient « Vive Pétain ». Vous voyez, c'est ça qui est c'est ça qui est important de dire à celui qui parade devant. C'est ça qui est important de dire à l'horrible Collard. C'est ça. C'est ça le poison qui coule dans leurs veines. Sauvez-nous. Franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, allez, changeons de sujet parce qu'après, ça va faire monter ma tension. Ça n'est pas bon du tout. Non, mais sinon, tu as mis également en bande dessinée d'autres de tes livres, le Petit voleur d'ombre et. Ça, c'est pas une bande dessinée, c'est un livre. C'est pas une bande dessinée. Alors, 7 jours pour une éternité, c'est une bande dessinée. Oui, d'accord. Ça, oui, ça aussi. C'est une initiative d'Espé et de Corbeyran. Enfin, surtout de Corbeyran d'ailleurs à l'époque. C'est Corbeyran qui me propose de faire 2 tomes. Moi, j'ai pas fait grand-chose, hein, je les ai laissés faire. Mais c'est vrai, je suis un fou, j'adore la BD. Et donc, c'est toujours un bonheur ça demande beaucoup moins de moyens que le cinéma. Et ça reste une adaptation visuelle d'un roman. Et c'est toujours très joyeux de voir les personnages de romans prendre vie. Et tout à coup de les voir avoir un visage. Et en plus, dans la BD, il y a quand même ce filtre, cet entre-deux, c'est-à-dire la BD, ça se trouve entre la réalité et la fiction. Un visage de BD, c'est encore un visage qui donne lieu à qui permet
grande marge d'imagination, là où le film, écoutez, le film impose un il y a que Woody Allen qui a réussi à être flou. Ce qui en soit est une prouesse. Sinon, tes derniers livres parlent d'un groupe de 9 hackers, des hors-la-loi aux branqueurs. Tu es en train... Certains parallèles avec les enfants de la liberté encore. Bien sûr. Oui, c'est un parallèle. Ça relève de la même, mentalité, c'est-à-dire ceux qui voient les dictatures avancer, ceux qui voient la corruption, ceux qui voient les abus de pouvoir, ceux qui souffrent de la souffrance des autres et qui se réveillent avant les autres et qui décident de... hier, c'est très marrant. Hier, j'ai assisté à un débat que j'ai trouvé vraiment passionnant, parce qu'il est très révélateur de l'époque d'aujourd'hui. Il y a là où je vis, vous avez ces réseaux sociaux dits de voisinage. C'est une plateforme assez importante aux États-Unis qui s'appelle Nextdoor, où en fait vous avez une app sur votre téléphone et l'algorithme vous gère exclusivement par quartier en fait, c'est-à-dire que votre flux d'informations, c'est comme, on va dire que c'est la reproduction numérique et digitale de l'ancien journal de quartier. Mais bon, voilà, c'est marrant parce que vous apprenez, vous avez comme ça des nouvelles sur ce qui se passe dans votre quartier, que ce soit l'ouverture d'un restaurant ou la fermeture d'une rue. Enfin, des trucs passionnants. Et donc, ouais, mais la ville étant tout le temps en mouvement, c'est assez fondamental pour New York. Oui, non mais cela dit, blague à part, à New York, c'est vachement intéressant de lire ça. Bref, donc de temps en temps, comme ça, il y a des nouvelles qui sortent et que vous avez dans votre flux. Et hier, vous avez quelqu'un, d'ailleurs de façon anonyme, qui poste une photo d'un homme qui est allongé sur une banquette de métro. Et il dit, et le titre, c'est ceci est un métro, ça n'est pas une chambre d'hôtel. Et il écrit en dessous un texte dans lequel il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour criminaliser ce genre de comportement et rendre le métro à ses usagers. Et moi, c'est marrant parce que, vous voyez, bon, je connais mes propres défauts, mais mon sang ne fait qu'un tour. Et donc, je commence immédiatement, je me jette sur mon ordinateur et je commence à taper, déjà, ce que tu pourrais faire, abruti, c'est chercher un peu où est-ce que tu as rangé ton humanité ce matin. Et puis peut-être que si tu venais aux distributions de nourriture qu'on donne aux sans-abri et que tu avais le courage de parler à un de ces hommes ou à une de ces femmes, de les regarder dans les yeux et de discuter avec eux, tu t'apercevrais que ce sont des êtres humains comme toi. Et donc, au lieu d'essayer de criminaliser, tu essaierais peut-être de trouver un moyen qu'ils ne dorment plus dans le métro. Enfin bref. Donc, lui, je suis hyper énervé. Et puis, j'arrive à ma 12e ligne et là, il y a un petit sursaut de bienséance. Oui, de maturité. Bienveillance aussi. Oui, qui me dit, mais va donc lire déjà ce que tu vois, s'il y a eu... les réponses qui ont déjà été faites. Oui, exactement. Et là, je m'aperçois que pendant que j'étais en train de taper ma diatribe, finalement... Il y a une 60aine de gens qui m'ont pris de vitesse et qui ont écrit de façon beaucoup plus intelligente que moi et en plus en bon anglais exactement la même chose. Et comment vous dire, ça m'a beaucoup rassuré. Vous voyez, c'est-à-dire que le commentaire haineux, même pas haineux, parce que je sais pas si cet homme avait de la haine. Disons qu'il avait dans son agacement. Étouffer sa part d'humanité qui lui est certainement revenue 2 heures plus tard, je l'espère, pour lui. Mais j'ai été assez touché de voir que finalement il y avait une petite centaine de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé par par l'engueuler lui. Et puis très vite, le débat a tourné justement autour de comment s'organiser pour. Allez, qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que très vite, les gens ont dit c'est bien beau de dire qu'il faut les aider, mais qu'est-ce qu'on fait pour les aider ? Alors j'ai vu des commentaires des uns qui disaient mais attendez, moi je vais tous les mercredis donner à manger à telle adresse, moi je vais etc.
Alors, je vais te rassurer un tout petit peu, en tout cas, te donner du baume au cœur. Martin Besson, que nous avons reçu auparavant et qui a créé un média en ligne qui s'appelle Sansa, qui est donc un média pour donner de la visibilité justement à ceux qui n'en ont pas ou n'en ont plus. Nous expliquait qu'il y avait le même genre de démarche dans les quartiers parisiens. Ah, mais je suis sûr. Mais c'est pour ça que, je vais vous dire une chose, c'est pour ça que j'en veux, c'est pour ça que j'ai une telle, enfin pas détestation, mais que j'ai un tel mépris, un tel mépris pour pour tous ces gens, pour les marchands de haine. Parce que j'ai passé la soixantaine, j'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie. Et, comment vous dire, l'humanité ne demande qu'à être cultivée. Jusqu'à ce qu'arrivent des faucheurs, les Zemmour, les Le Pen, mais aussi les Mélenchon. Hein, c'est pas une question de côté politique. Ces gens qui, par cupidité, par avidité, par détestation, par frustration, vont cultiver tout ce qu'il y a de plus négatif chez l'être humain pour attiser leur propre pouvoir et notamment en attisant la peur des autres. Au lieu d'attiser le courage, voyez, au lieu de former le courage, on attise la peur. Et en tout cas, on retrouve un lien en fait dans tous tes livres qui est la notion de transmission. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Parce que d'abord parce que c'est le sens de la vie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas de passage, s'il n'y a pas d'histoire, à quoi ça sert? Quand même un truc vachement cruel en ce qui concerne l'être humain, c'est que on est en sachant qu'on va mourir et que la vie est mortelle dans 100% des cas. Donc il faut quand même une vraie motivation pour se dire bon je vais quand même me faire 20 ans d'études. Voyez. Donc c'est évident que c'est la conscience du fait que nous ne sommes que de passage, mais que notre descendance arrive. C'est ce rôle de le cœur de l'humanité, c'est la transmission. S'il y a pas de si chaque génération est un éternel recommencement, alors nous n'aurions qu'une seule envie, c'est de consommer. Le débat qu'on mène aujourd'hui, je dirais que l'extraordinaire changement de mentalité et de mode de vie qui s'opère par nécessité de préserver la planète ne va pas sans certains sacrifices sur nos modes de vie, ni même d'ailleurs sur nos modes de fonctionnement économique. Mais si on le fait, c'est bien pour les générations à venir. Oui, absolument. Et donc c'est ce sens de la responsabilité. Sinon, à quoi sert de faire des enfants? Vous voyez, donc c'est la transmission, c'est absolument essentiel. Pour moi, c'est le sens de l'humanité. Tout à fait. Sinon, tu n'as pas écrit que des livres, hein, tu as aussi écrit des chansons. Comment es-tu devenu parolier de Johnny Hallyday? Oh, ce sont toujours les très joyeuses coïncidences de la vie, parce que le directeur artistique de Johnny Hallyday est un ami. Et un jour, il m'a téléphoné. Il m'avait demandé déjà d'écrire une chanson pour Jennifer et puis une autre pour Grégory Le Marchal. Et puis un jour, il m'a demandé si je voulais écrire une chanson pour Johnny Hallyday. Je l'ai pas cru. Et je pensais que c'était une blague. Et puis Yvan Cassard, qui est le compositeur et un immense compositeur, chef d'orchestre et compositeur. À l'époque, j'habitais Londres. Il est venu sonner à ma porte. Et on a passé donc je l'ai cru. On a passé l'après-midi ensemble et il s'est mis au piano. Et Yvan, il y a quelque chose avec Yvan, c'est que quand Yvan joue, j'ai des mots qui me viennent tout de suite. Donc on a écrit la chanson, j'ai écrit la chanson dans l'après-midi. Puis Yvan m'a dit bon très bien, il a dîné, il est reparti. Et après j'ai plus entendu parler de ça pendant plusieurs mois. D'ailleurs j'avais complètement oublié pour tout vous dire. Et puis un après-midi,
le téléphone sonne et j'entends la voix de mon ami Bertrand qui me dit tiens écoute. Et là j'entends dans le téléphone l'enregistrement qui a lieu en studio et j'entends Johnny qui est en train de chanter cette chanson avec à côté de lui un monstre sacré de la guitare qui est Taj Mahal. Et là je me suis bien... Ça m'a fait le même choc que quand j'ai parlé à Spielberg, ma bonne dame, pour tout le dire. Quand tu dis que Bertrand, c'est Bertrand Lamblot. Oui. Pour ceux qui... Exactement. Bertrand Lamblot. Et donc, mais c'était vraiment un choc, alors là. Mais je crois que ça m'a encore plus fait frissonner oui. Que Spielberg. Oui. J'imagine. C'était vraiment impressionnant. Et je l'ai rencontré, d'ailleurs, je ne l'ai rencontré que c'était un type tellement incroyable. C'était un type tellement ailleurs, tellement incroyable. Je l'ai rencontré, 2-3 ans passent. Et Olivier Royan, de Paris Match, des rédacteurs en chef de Paris Match, m'appelle et me dit, est-ce que tu me rendrais un service? Voilà. Est-ce que tu prendrais l'avion pour aller voir Johnny à Los Angeles qui est en train d'enregistrer un album? On a obtenu une autorisation de faire un photoreportage avec interview. Non, c'était pas un photoreportage, c'était surtout une grande interview de 5-6 pages, mais voilà, bref. Et donc, je lui dis, mais quand? Et il me dit, il faudrait que tu partes ce soir. Et donc, je dis, bon. Et évidemment, je dis oui. Et Paris Match, mais je dis Olivier Royan, mais la chose que je te demande, c'est il faut que tu me fournisses ce qu'on appelle la docs. La docs, c'est quand vous avez en gros une photocopie de tous les articles qui ont été publiés sur quelqu'un ou sur un sujet. Et donc je reçois juste avant le décollage, on vient m'apporter à l'aéroport un annuaire. Une photocopie. Non mais sérieusement, c'était un annuaire. L'Universalis, ouais, c'est ça. Mais c'était 900 pages. 900 pages d'articles, wow. Mais qui remontent aux premières archives de sa carrière. Ouais. Et donc j'ai 11 heures de vol pour lire tout ça. Et je me fais la promesse que je ne lui poserai aucune question qu'on lui a déjà posée. Et je me dis, c'est le minimum que je dois à cet homme, je vais lui poser... donc, il ne s'agissait pas d'aller trouver où il y a des questions, et qu'est-ce que vous pensez du kiwi, mais tu vois, d'aller chercher des questions... donc, je me dis, voilà, j'ai 11 heures pour apprendre. Alors, je lis tout. Et puis, j'arrive à Los Angeles, un peu quand même fatigué et décalé. Temps de passer à l'hôtel, on vient me chercher, et on m'amène dans un hangar dans la banlieue de Los Angeles, de l'autre côté de la ville, où il est en train d'enregistrer avec Yarol Poupeau et un autre musicien. Et là, c'est un souvenir qui m'a vraiment marqué. J'arrive dans ce hangar, donc par une petite porte, comme un hangar d'avion. Dans le hangar, il y a juste 3 Adgeco qui servent de bureau. Et le hangar est entièrement vide. Et il y a, au milieu du hangar, je vois Johnny de dos, et Yarol Poupeau de face, l'autre musicien, ils sont 3. Et là, Johnny dit, allez les gars, on la refait. Et il se met à chanter. Et là, je peux pas vous expliquer. C'est non, mais vous savez, je suis athée, et tout à coup, vous voyez le divin devant vous. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui dépasse... c'est pas un hasard, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est juste il se passe un truc, une espèce de... C'est une voix un homme dont la voix envahit tout le hangar et vous rentre dans la poitrine. Et alors donc je fais wow. Et puis voilà, puis après ça a été un moment incroyable avec lui. Je pourrais vous parler de lui pendant des heures, tellement en quelques heures de temps, il m'a fait vivre de choses. C'était assez magique. Il aimait les grands espaces, il aimait la liberté, il aimait la démesure dont les Américains se moquent.
Les Américains se fichent complètement de la démesure. Ils lui trouvent... nous avons des éducations... comment vous dire, il y a quand même une influence très enfin, la démesure n'est pas bien vue dans nos pays. Vous voyez, dans nos pays, elle n'est pas bien vue. L'excès est synonyme de péché. Le luxe est synonyme de vulgarité ou d'injustice. Enfin, les Américains n'ont pas du tout cette culture-là. Ils s'en fichent. Alors, évidemment que si vous voyez, vous avez tous vu dans ces films, ces limousines qui font 15 mètres de long, blanches, avec des lumières néons, évidemment que c'est ridicule, que c'est grotesque et que c'est de mauvais goût. Mais, comment vous dire, l'Américain a un sens de la démesure qui fait qu'il s'en fiche. Il fait, si ça vous amuse, amusez-vous, c'est rigolo. Et puis, si vous avez les moyens de vous le payer, tant mieux pour vous. Vous voyez, il y a ce côté-là, et puis il y a ce sens profond et dur en même temps de la liberté. Parce que la liberté aux États-Unis, elle est dure, c'est une liberté qui cogne, c'est une liberté sans parachute. C'est une liberté où si vous tombez de votre moto, vous pouvez rester par terre. Vous voyez, les autres continuent. Donc, c'est la liberté aussi du marche ou crève. Et plus vous allez vers le sud, et plus c'est comme ça. Donc je crois qu'il aimait, je vais revoir à sa place, mais je crois qu'il aimait ce mode de vie américain. Sans compter que quand vous êtes étranger, il y a d'abord un filtre, c'est indiscutable, qui cache. Quand vous vivez à l'étranger, il faut beaucoup de temps avant de voir certaines choses apparaître dans la société. Et puis voilà. Et puis il y a aussi la curiosité du mode de vie qui fait que ailleurs l'herbe est toujours un peu plus verte. Ouais. Sinon, je voulais te demander, est-ce que tu as des passions autres que ton métier? Bah oui, heureusement. Lesquelles? J'en ai plein. Des passions autres que mon métier. Mais d'abord, il y a les gens que j'aime. Qui me passionne bien plus que mon métier. Et puis sinon, alors, impossible de les mettre par ordre alphabétique, mais le cinéma, la musique, la cuisine, certains animaux, la politique, pour son côté sociétal et pas du tout pour son côté pouvoir. Je déteste le pouvoir. Enfin, quand je dis je déteste, je parle pour moi. Je n'ai jamais... Vous avez des gens qui aiment le pouvoir, moi j'aime pas ça. Et je me suis jamais approché du pouvoir. Mais l'étudier me passionne. Et étudier l'usage du pouvoir me passionne absolument. Donc la politique, pour ce qu'elle raconte sur nos sociétés, me passionne absolument. Puis évidemment la lecture. Enfin, il y en a tellement. J'aurais pas assez d'une vie malheureusement pour pratiquer tout ce qui me passionne. C'est une de mes grandes frustrations. Avec une vie aussi riche, est-ce qu'il y a encore des personnes que tu aimerais rencontrer ou que tu aurais aimé rencontrer? Mais plein. Tu sais, moi, j'ai pas rencontré. Oui, quand même. Si, quand même. Oui, tu as raison. Mais oui, plein. Mais vraiment. Mais pas rencontré. Donc, en fait, quand je t'ai dit je n'ai pas rencontré, c'est que ma famille en témoignera. Je suis absolument pas mondain. Mais il y a un point, d'ailleurs, qui les agace, c'est-à-dire que, tu vois, une soirée de 40 personnes, j'y vais pas, quoi. Mais j'y vais pas parce que, comment te dire, j'y vais pas parce que c'est quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire, tu vois, si tu vas dans une soirée, de 200 personnes, tu sais bien que tu peux parler avec personne par définition, et puis ensuite, c'est pas vraiment parler, c'est crier, parce que pour échanger 3 mots, il faut hurler, donc il faut vraiment se défaire les cordes vocales. Et au-delà de 8, c'est assez insupportable, donc.
Mais... Oui, et si tu veux, et puis, alors c'est génial, tu vois, bon, pour les femmes, je comprends, moi, au mieux, je vais montrer, tu vois, le même costume, et puis, je comprends pas. Alors, c'est peut-être parce que je sais pas danser, que je suis très pudique, mais et donc je n'ai jamais été dans les mondanités. Et donc j'ai rencontré un certain nombre de gens dans ma vie, mais au moins ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rencontrer les gens. Mais il y a énormément de gens que j'aurais aimé rencontrer, et que j'aimerais rencontrer, bien sûr. Y a-t-il un mot, une phrase qui a changé ta façon de voir la vie? Ah oui. D'abord, il y a une phrase de Romain Gary qui a changé ma vie, puis que j'ai toujours gardé dans ma vie comme une espèce de fil conducteur ou de fil tracteur. Et puis il y en a eu d'autres, évidemment. Il y a des phrases. Mais lesquelles? Ah ben, Romain Gary, par exemple, il y a une phrase de Romain Gary, que celle à laquelle je faisais référence, c'est je crois que c'est en Clair de Femme, je suis pas sûr, mais où Gary dit, tu sais, l'amour, ce dont il a le plus besoin, c'est d'imagination. Mais quand deux imaginations se rencontrent, alors là, c'est vraiment magnifique. Et ça, cette phrase-là, pour moi, elle résume en fait finalement toute la question amoureuse depuis l'adolescence jusqu'au dernier jour. Et elle résume, comment vous dire, toutes les hypocrisies, tous les mensonges et la seule vérité en matière d'amour. Vous voyez, sur, comment te dire, l'usure du couple, la disparition de la sexualité dans le couple, le renouveau, les perpétuels amoureux de l'amour, les serial lovers, les couples qui durent, les couples qui ne durent pas, c'est tout. Tu sais, l'amour, ce dont il a le plus besoin, c'est d'imagination. Et voilà, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, vous réunissez d'un seul coup, vous faites un symposium avec tous les botanistes du monde, tous les cultivateurs de fleurs, tout le monde agricole est là, et vous avez un type qui arrive et qui dit, vous savez, finalement, une plante, ce dont elle a le plus besoin, c'est l'eau. C'est magnifique. Et voilà, c'est ça, quoi. Donc, il y a eu cette phrase-là qui a consolé pas mal de chagrins amoureux, qui m'a aussi fait pointer du doigt que j'en avais probablement la part de responsabilité. Donc, c'est à la fois une phrase qui est pleine d'humilité et d'espoir. Écoute, Marc, je tenais à te remercier. Tu nous avais accordé 1 heure. Nous, on a dépassé de quelques minutes. C'est pas grave. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps depuis New York, donc. Je voudrais remercier également le restaurant Le Veramente et Serge Cuesta qui ont rendu cet échange possible. Mais quel merveilleux restaurant. Oui. Mais comment? Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, bah oui, bien sûr, puisque c'est là que, bien entendu, là que nous nous sommes rencontrés. Je me disais, mais tiens, ils sont en duplex depuis Le Veramente, mais quelle coïncidence. C'est un restaurant que je connais. Mais pas du tout. C'est en fait là qu'on s'est rencontrés, oui, mais absolument. Voilà, c'est pour ça, bien sûr. Donc, je voudrais remercier également l'Amicale des déportés résistants du train fantôme et son site très instructif, lesdéportésduttrainfantôme.org. Dont on mettra le lien. Manon Pignot et François Montenay pour les éclairages historiques, l'agence Brief, et puis également Michael Winter qui a signé le générique du podcast. Merci Marc. Écoutez, merci à vous deux, merci Yann, merci Delphine, merci à toute votre équipe technique, et puis vivement la fin du Covid pour qu'on se retrouve au Veramente. Bonne écriture, merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.